19h45 en ce mercredi 28 mai. Merci d'être avec nous pour un point de l'actualité dont en voici le sommaire. Séance houleuse ce matin à l'Assemblée nationale, mais n'empêche, la convention de crédit entre le Niger et la banque chinoise Exim Bank a été adoptée par 69 voix pour. Détail dans quelques instants. Sur le front social, l'Union des scolaires nigériens USN n'en démord pas après une bouillante semaine écoulée. Souvenez-vous, l'Union annonce à nouveau un arrêt de cours de 72 heures. Une déclaration de presse à suivre dans quelques instants. Après le sommaire, les détails, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La convention de crédit entre le Niger et la banque chinoise Exim Bank, rappelons-nous, le politique et la presse en ont fait leur chou gras en son temps. Que n'a-t-on pas dit en effet et que n'a-t-on pas écrit à propos? Et ce matin également, la convention a suscité bien des débats avant d'être adopté par 69 voix pour, nous rapporte Ibrahim Tikiré et Halidou Bourema. Lorsque j'ai été en Chine, dernièrement, j'ai rencontré le directeur général de l'Exim Bank de Chine. Il m'a dit, monsieur le président de l'Assemblée, avant-hier, on vient d'accorder à votre pays un crédit de 2 milliards de dollars. J'ai dit, ah bon? Et sur quelle base? Il dit non. Et il y a une garantie sur la production du pétrole sur 3 ans. Ça a été soumis à qui? Ici au Niger. Qui est au courant? 3 ans de production de pétrole brut. Est-ce que c'est à comparer à la résidence d'un maire? Soyons sérieux. À titre de rappel, tout est parti de cette annonce du président de l'Assemblée nationale lors d'une session antérieure. Après avoir défrayé la chronique au sein de l'opinion publique et dans le milieu de la presse, la convention cadre de crédit signée entre le Niger et la banque chinoise Exim Bank d'un montant de 400 milliards de francs CFA a été débattue en plénière ce 28 mai 2014. Après l'exposé du ministre d'État, ministre du Plan, les parlementaires ont passé à la discussion générale. Côté opposition parlementaire, les arguments pour un rejet de ce projet de loi sont entre autres l'opacité et la braderie qui entourent le crédit d'Exim Bank. C'est pourquoi l'opposition parlementaire entend saisir la Cour constitutionnelle. Ce que nous déplorons et que nous avons dénoncé, c'est les conditions dans lesquelles, cet accord de prêt a été négocié. Deuxièmement, c'est toutes les conditionnalités restrictives que contient cette convention. Voyez-vous, c'est une convention qui a une envergure de pratiquement autour de 20% du PIB national. Mais dans laquelle on exclut la possibilité, par exemple, pour les opérateurs économiques nationaux de postuler. Dans laquelle il est prévu un compte séquestre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en vérité, l'argent est logé chez le prêteur. Et tout simplement, nulle part, le gouvernement ne verra la couleur de l'argent. Nous allons drainer notre pétrole, il va être vendu et les ressources issues de la vente de ce pétrole seront logées dans ce compte-là que le prêteur va gérer à sa guise. Et donc, de notre point de vue, il s'agit d'une braderie ni plus ni moins. Pour la majorité parlementaire, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a entretenu la polémique autour de cette affaire dite crédit d'Exim Bank. Vous avez suivi hier dans une déclaration de l'Oumana, ils sont allés jusqu'à dire que c'est pour ne pas examiner cette loi que nous avons fait des manœuvres qui ont fait que l'Assemblée a été bloquée pendant plus d'1 mois. Aujourd'hui, cette loi a atterri à l'Assemblée. Nous avons fait le débat. Ils ont fait du dilatoire pour empêcher de faire ce débat. Vous avez vu, ils ont posé plusieurs questions préjudicielles que nous avons vidées par le vote. Et finalement, le débat a été fait. Ce que le président de l'Assemblée avait annoncé au peuple nigérien, c'est avéré totalement faux. C'est 1 milliard de dollars. La convention est là. Elle est certainement mise à la disposition de la presse. Nous allons demander que tous ces documents soient publiés. C'est 1 million de dollars, donc 480 milliards de francs CFA, et que
le pétrole, le stock du pétrole nigérien n'a pas été hypothéqué. 69 voix pour, 18 contre, 0 abstention. C'est le résultat du vote de la représentation nationale sur la convention cadre de crédit entre le Niger et Exim Bank, une loi adoptée à la grande satisfaction du ministre du Plan, très remonté contre ceux qui ont entretenu le dilatoire selon lui sur cette convention. On a voulu artificiellement entretenir un flou sur ce projet. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont été obligés de comprendre qu'il s'agit bien d'$1 milliard qui a été emprunté et non 2. Parce que nous ne voyons pas d'ailleurs par quel mécanisme on pourrait substituer 1 milliard à l'Assemblée nationale, et que les autres mécanismes d'emprunt que nous avons utilisés répondent aussi à des préoccupations qui sont distinctes et qui ont été intégralement débattues. Donc ces 3 heures de débat que nous avons eues aujourd'hui sont un débat utile pour définitivement régler cette question du prêt Exim Bank. C'est donc la fin d'une affaire sur le montant, la destination, le mécanisme de remboursement sur le crédit signé le 30 septembre 2011 entre le Niger et la banque chinoise Exim Bank d'un montant de 480 milliards de francs CFA. Un crédit qui servira à la réalisation de divers projets pour le bonheur du peuple nigérien. Et pendant ce temps, Ibrahim Tikiré, à l'Union des scolaires nigériens USN, la colère ne faiblit pas, loin s'en faut. L'arrestation d'une 60aine de ses membres lui est restée en travers de la gorge et l'Union menace d'un arrêt de cours de 72 heures dans une déclaration de presse cet après-midi, même à Niamey. Écoutons. Il n'est nullement question pour l'ISN de se laisser embastiller, manipuler ou assujettir, mais juste de prouver la volonté de l'ISN de gérer la crise de façon apaisée. Mais hélas, 8 jours après l'arrestation de nos camarades et 3 jours après notre point de presse, tout concourt à ne pas répondre à nos attentes. 2. À l'occasion de son point de presse, le ministre de l'Intérieur, Hassim Moussaoudou, assis confortablement sur son fauteuil, disait aisément aux Nigériens et à l'opinion internationale que 72 étudiants sont dans leurs mains et qu'ils allaient être transférés dans les différentes prisons du pays. Il se trouve qu'après notre tournée dans les 4 prisons, à savoir Saï, Walam, Kolo et Niamey, 60 étudiants sont détenus et non 72, répartis comme suit. Prison de Saï, 19 étudiants. Walam, 21 étudiants. Kolo, 20 étudiants. Niamey, 0, ce qui fait un total de 60. Conséquemment à cette information, l'ISN demande à l'État du Niger, et précisément à son ministre de l'Intérieur, de nous dire où se trouvent les 12 autres étudiants. Le ministre de l'Intérieur, lors toujours de son point de presse, précise que les étudiants ne sont pas au-dessus de la loi. Bien évidemment, n'est-ce pas les mêmes lois qui existaient quand Lamine Merkanti a été froidement assassiné le 6 décembre 2011? Ne sommes-nous pas dans le même Niger quand Hassan Zeyanou a été abattu à Gaïa le 15 février 2013? Si nous voulons la discipline dans notre pays, nous devrons nous discipliner tous. 4. Relativement à la fermeture de notre siège, nous disons que la décision est disproportionnée à l'acte. Pour ceux qui ne savent pas que l'ISN est pour l'ensemble des étudiants et élèves nigériens se trouvant au Niger et à l'étranger. Fermer notre siège démontre qu'au Niger n'existe que ceux qui sont au pouvoir. L'ISN condamne avec fermeté l'arrestation des acteurs de la société civile et les menaces proférées à l'endroit de certains médias privés, à l'endroit des autorités nigériennes et toutes les forces vives de la nation, de réagir pendant qu'il est temps, à l'endroit des militantes et militants, de rester unis et solidaires, tout en ne perdant pas de vie
la préservation des biens publics et privés, de se rappeler ce qu'a dit Sankara, que l'esclave qui n'est pas capable de d'assumer sa révolte, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. 8. La lutte ne fait que commencer. Tant que les camarades ne sont pas libérés, il n'y aura aucune activité académique. Les diplômes d'accord, on peut les chercher pendant 7 ans et mourir le jour de son obtention. Celui qui fera cours et examen au niveau de toutes ces universités à partir d'aujourd'hui aura sur sa conscience le massacre de 72 étudiants pour avoir sucé leur sang. Le comité directeur de l'ISN lance un mot d'ordre de suspension de toutes les activités académiques de 72 heures à partir du jeudi et rappelle qu'il n'y aura plus cours tant que nos camarades ne sont pas libérés. La situation sur Corse, me diriez-vous, chaud bouillant également le Front social où les femmes Lumana de la coordination régionale de Niamey ont donné de la voix cet après-midi à travers une déclaration. Elles exigent, la libération sans condition de tous les camarades du parti détenus. En voici un extrait. Convaincus que notre parti, le modèle Lumana, est victime des manœuvres machiavéliques d'un pouvoir aux abois, nous, femmes Lumana, dénonçons avec la dernière énergie les arrestations abusives d'honnêtes citoyens sous les fallacieux et grotesques prétextes qui sont des terroristes et des putschistes. Les accusations mensongères portées à l'encontre de nos camarades qui ne sont que le fruit de l'imagination du sieur Massoud Hassimi. Nous, femmes Lumana de la coordination régionale de Niamey, soulignons que nos forces de sécurité doivent rester républicaines pour rafraîchir la mémoire de nos compatriotes. Nous rappelons qu'avant la grossière et cynique mise en scène de l'attentat de Chlen Omar, plusieurs actes de crime ont été perpétrés dans la ville de Niamey. Il s'agit notamment des incendies de Katako, du Petit Marché, du marché de Wadata, du marché de Yantala, et de celui du ministère de la Justice et plus récemment encore de l'attaque du domicile du président de l'Assemblée nationale. À ce jour, aucun résultat issu des investigations dans le cadre de ces crimes n'a été rendu public. Curieusement, quand il s'est agi de l'attaque du domicile Omar, des présumés coupables ont été identifiés et appréhendés. De l'aveu même du sieur Massoud Hassimi, tous du parti Lumana Africa. Quelle supercherie! Au point de s'en prendre au fils du président de l'Assemblée qu'il assimile à son pire ennemi. Nous, femmes Lumana, refutons les graves accusations portées à l'encontre de nos vaillants militants de Lumana qui croupissent injustement dans les locaux de la police nationale pour la seule et simple raison qu'ils ont choisi de soutenir les idéaux de leur grand parti et de leur leader, son Excellence Hama Amadou. Nous prenons à témoin les graves injustices dont font l'objet les jeunes, les femmes et les hommes du parti Lumana. Par conséquent, nous, femmes Lumana Africa, tout en condamnant les dérives graves du régime, exigeons la libération sans condition de tous les otages du président de la République, M. Issoufou Mahamadou. Nous rendons responsables les autorités actuelles de tout ce qui adviendrait. Nous exprimons notre détermination à lutter vaille que vaille pour la restauration de l'état de droit et de la démocratie au Niger.
Sur un autre front social, au deuxième jour de la grève des médecins spécialistes, le ministère de la Santé demande à leurs syndicats de rejoindre la table de négociation afin d'aboutir à une solution sur la question de la prime de spécialisation et de bonification d'échelon. L'appel date de ce matin au cours d'un point de presse dont je vous en propose un extrait. Concernant le point précis relatif à la grève, à savoir la prime de spécialisation et la bonification d'échelon, promesse leur a été faite pour que ce problème soit réglé dans un cadre formel que le ministère était en train de préparer. Il s'agit de l'arrêté créant le comité chargé de négocier avec les partenaires sociaux. Cet arrêté a été signé le 10 avril 2014. Et juste après la signature de ce décret, de cet arrêté plutôt, des lettres ont été envoyées aux différentes structures concernées pour pouvoir désigner leurs représentants. Une fois la liste étant disponible, une réunion a été convoquée le 14 mai 2014 où tous les membres ont été conviés avec 2 points inscrits à l'ordre du jour, la bonification d'échelon et les divers. Malheureusement, le syndicat national de médecins spécialistes a brillé de son absence pour des raisons qui lui sont propres. Il avait pourtant la matière pour venir défendre son point de vue au sein du comité avec d'autres propositions qui sont faites par les partenaires car tous défendent la même cause. L'ESMES est un syndicat du secteur de la santé et leur interlocuteur ne peut être que le ministère de la Santé. Le comité est en train de poursuivre ses travaux en vue de trouver une issue heureuse à cette épineuse question. C'est pour cela que le ministère de la Santé demande à ces syndicats de rejoindre la table de négociation. Maintenant, les textes dont parlent les SMES sont en contradiction avec la loi numéro 207-26 du 23 juillet 2007. C'est pour cette raison qu'ils doivent venir sur la table de négociation pour qu'on puisse ensemble examiner ces textes avec les différentes parties prenantes et les services techniques compétents, compte tenu de toutes les implications financières et juridiques que cela nécessite. C'est pourquoi nous avons jugé utile de soumettre toutes les propositions possibles à l'appréciation du comité pour qu'ensemble, nous puissions dégager des propositions concrètes, réalistes, objectives et pérennes qui trouveront l'aval de tous les acteurs concernés et la chance d'être acceptées et adoptées au Conseil des ministres. Le ministère de la Santé, on tient à rappeler, n'a nullement l'intention de bloquer le processus ni de s'opposer à une disposition qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses agents. Son seul souci est que tous les acteurs se retrouvent ensemble dans le cadre créé d'un commun accord en vue de trouver un compromis autour de la question des primes de spécialisation et de bonification d'échelon. Au Niger, l'enseignement de base ne sera plus à partir de cette année sanctionné par le certificat de fin d'études du premier degré, le CFEPD. Ainsi en a décidé le gouvernement, souvenez-vous, mais du côté des syndicats, la décision passe mal et laisse planer la crainte d'un impact négatif sur ce secteur. Youssouf Omar et Ibrahim Abdou nous font le point. C'est décidé. Le certificat d'études du premier degré est supprimé. Les élèves du CM2 ne feront plus d'examen de fin d'année qui leur ouvrent la porte d'entrée dans les collèges. Maintenant, ce sont des évaluations qui seront organisées.
Décision des autorités en charge de l'éducation. Les syndicats n'approuvent pas cette idée, bien qu'ils ne peuvent rien pour la faire changer. Un diplôme qui est entré presque dans les mœurs de notre société, qui est en train d'être supprimé, il ne fallait pas le faire tout de suite. C'est pourquoi le Sénat avait proposé que si même il venait à être supprimé, alors il est nécessaire qu'à la place on donne un papier qui va attester que l'enfant quand même a franchi un niveau, c'est-à-dire un cycle. Parce que jusqu'à preuve de contraire, les deux cycles ne sont pas encore mélangés pour qu'on ait le cycle de base élargi comme prévu dans la lettre de politique éducative du Niger. La réforme a échoué sur toute la ligne et qu'on ne peut pas aller vers des évaluations ou faire un passage automatique, parce que c'est de ça qu'il est question de CM2 en classe de 6e. Cela, pour nous, en réalité, c'est sacrifier les jeunes Nigériens ou les envoyer, comme nous avons l'habitude de les dire, à l'abattoir. Sans nul doute, il y aura d'impact négatif dans l'exécution de la nouvelle réforme. Les syndicats sont encore du même avis sur ce point. Le gouvernement a dit que c'est adopté, il va l'appliquer, mais il ne s'est pas préparé à l'appliquer. Parce que dans 3 mois, les élèves ici de cette nouvelle forme d'évaluation seront là sur l'État. Et il n'y a pas là où les accueillir. C'est un sérieux problème. Ça veut dire qu'ils vont chômer. Parce que les collèges ne vont pas les prendre. Et si les collèges doivent les prendre, c'est un autre problème. Parce que cette fois-ci, il y aura un gros flux d'élèves qui ont 5 sur 10, parce que ce n'est plus le certificat, c'est l'évaluation au niveau de l'école. Il y aura un grand nombre d'élèves aptes à quitter l'école primaire pour continuer leur étude. Ou à la jeunesse ou au sport, mais puisqu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'ils risquent d'être amenés au collège. Les collèges ne peuvent pas les continuer tous. Aucun enseignant aujourd'hui ne sera prêt à faire échouer ses élèves. Tous vont passer en classe de 6e. Alors, est-ce que dans le collège, nous avons le dispositif nécessaire pour accueillir tous ces élèves-là du CM2 l'année prochaine en classe de 6e? Est-ce que nous avons les enseignants nécessaires pour faire les cours à ces jeunes qui seront en classe de 6e l'année prochaine? À l'heure actuelle, la date des dernières évaluations qui feront passer les élèves au collège n'est jusque-là pas été annoncée par les autorités. L'épilogue lundi dernier de la longue et tumultueuse négociation entre l'État du Niger et le géant Areva. Un contrat a été signé entre les deux parties et dans lequel Areva s'engage entre autres à financer la reprise de la route Tawa-Arlit, plus connue sous le nom de la route de l'uranium. Il y a peu, une de nos équipes a emprunté cette voie, ou plutôt ce qu'il en reste. Dieu soit loué, Hassan Salih Mustafa et Sadou Noumbi sont rentrés sains et saufs ce jour-là. Jugez-en. Relier Arlit à partir de Tawa est un véritable parcours de combattants. Ce tronçon, long de quelques 650 km, est totalement dégradé. À plusieurs endroits, il est impraticable, obligeant du coup les usagers de prendre la déviation. La situation est encore plus inquiétante chez les gros porteurs qui payent les lourds tributs sur cet axe. Comme vous le voyez, il est difficile aujourd'hui pour les usagers de rejoindre la cité minière à partir de Tawa ou vice-versa, qu'il y ait des désagréments et des désolations pour tous celui qui emprunte l'axe. Dans les années antérieures, le tronçon Tawa-Arlit est reconnu pour sa grande insécurité du fait de l'instabilité qu'a connue cette partie du Niger. Aujourd'hui, c'est l'impraticabilité de la voie bitumée qui constitue le principal calvaire des usagers de la route Tawa-Arlit ou route de l'uranium. Oui, route de l'uranium, car c'est sur ce texte que transite l'uranium exploité et traité sous forme de l'uranate pour son exportation vers la France via le port autonome de Cotonou. La RTA, une route sur laquelle passe la richesse du pays, incroyable mais vrai. La route dite de l'uranium aujourd'hui dans un état de délabrement exagéré, très poussé. On ne peut pas même s'imaginer que c'est par cette route-là que passe cette fortune. C'est une honte vraiment nationale qui n'épargne ni Areva ni l'État du Niger, dans la mesure où aujourd'hui on joue au malin et demi. Certaines personnes ou certaines structures, certaines sociétés, certaines autorités se contentent simplement de se faire bien vendre, donc en vociférant pour se faire entendre par Areva, qui préfère
également jeter, j'allais dire des miettes pour ne pas dire des os, à certaines personnalités qui se contentent de ça, et on ne voit pas l'impact. Donc c'est pour ça qu'en fait, de mon point de vue, la solution n'est pas de mettre de l'argent liquide dans les caisses, mais il faut régler les problèmes réels. Les problèmes réels, c'est quoi? C'est les problèmes de l'emploi, c'est les problèmes des voies de communication, c'est les problèmes de toutes les villes et grands villages qui sont traversés par le cortège de l'uranium, qui ne voient que ce convoi-là passer et qui en retour ne profitent en rien de cet uranium. C'est difficile de croire. La RDA n'existe que du nom au regard de l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Et les conséquences sont incalculables, surtout pour les camions fréquemment tombés en panne, qu'on peut voir tout au long du trajet. La route de l'uranium, stratégique pour le Niger et pour la France, est laissée à elle-même depuis plusieurs années. Cependant, à quelques rares endroits, on croise quelques engins et certains ouvriers pour les travaux de réfection. En tout cas, la reprise de ce tronçon est impérative dans l'intérêt de tous. Ainsi va ce monde et fin de ce journal à retrouver à 22h45 et d'ici là, bonne réception et portez-vous bien. Au revoir. Audio Jungle.